Pourquoi les Américains ont-ils menti au monde entier sur leur soi-disant marche sur la Lune? Comment la NASA a-t-elle détruit tous les éléments prouvant la supercherie? Est-il réellement possible, même en 2024, de marcher sur la Lune? Le journaliste d'investigation Aldo Sterone a enquêté sur la plus grande falsification de l'histoire. Il en vient avec cet excellent livre « On n'a jamais marché sur la Lune ». C'est une exclusivité géopolitique profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors j'attendais ce type d'émission depuis très longtemps, j'attendais la personne qui enquêtait sur cette fameuse marche sur la Lune. Est-ce qu'on a marché sur la Lune, est-ce qu'on n'a pas marché sur la Lune? Je n'arrivais pas à trouver et enfin, on l'a trouvé avec Aldo Sterone. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, ça va être de Géopolitique Profonde, elle est là, elle est chaude, elle est arrivée, vous pouvez vous y abonner, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, voilà, déjà, ce livre, l'excellent livre « On n'a jamais marché sur la Lune », il est là, il est disponible, vous pouvez le trouver. Alors, salut cher Aldo, dis-moi, comment on vient à enquêter sur Apollo, et sur la marche à la Lune, sur Armstrong, etc. C'est quand même un terrain glissant. Merci. Terrain glissant, merci de m'inviter ici. En fait, quand j'étais enfant, j'avais un t-shirt avec le logo de la NASA et je croyais que les gens avaient marché sur la Lune. Je n'avais aucune raison, quant à moi, de croire qu'on ait menti. Maintenant, il y a une chose. Plus j'ai grandi, plus j'ai vu les mensonges autour de nous, des mensonges sans cesse. J'ai commencé à creuser, par exemple, sur l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, il y a presque plus personne qui parle en défendant la thèse officielle. J'ai pas de thèse alternative, mais il y a des choses qui ne collent pas. J'ai commencé à creuser également sur, par exemple, le golfe du Tonkin. Ils ont menti, c'était à la même époque des missions Apollo, on est dans les années 60. Ils ont menti en créant une agression simulée de A à Z, qu'il est reconnu aujourd'hui, pour déclencher une guerre qui était programmée de toute manière. Cette guerre-là a fait 2 millions de morts. Donc, j'ai commencé à creuser. Le 11 septembre, bien sûr, qui a basculé toute notre vie. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir faire un travail de balayage et de ratissage systématique. Et j'ai commencé par cette grande histoire de la guerre froide, l'émission Apollo. Celles qui sont censées avoir envoyé un humain sur la Lune. Et j'ai commencé à creuser. Et là, je suis tombé de très haut. Plus je creusais, plus je trouvais des éléments officiels. Je cherchais dans les sites officiels de la NASA. Les photos, le narratif technique, tout ça. Et en réalité, il n'y a rien qui tient la route. Plus on cherche, plus on tombe sur des éléments qui nous ramènent sur Terre. À commencer par cette pierre, par exemple, qui a été offerte au musée à Amsterdam, qui a passé 17 ans au musée à Amsterdam, exposée au public. Des enfants faisaient des sorties scolaires pour aller la voir. Et le jour où elle a été analysée pour l'assureur, en fait, on a découvert que c'était du bois pétrifié. Elle venait de Terre. Il y a une pierre, grosse Bertha, elle a même sa page Wikipédia, la grosse Bertha, elle pèse 9 kilos, elle a été ramenée par une mission Apollo, elle a été analysée récemment par une université australienne, et on découvre quoi? Big Bertha est une pierre terrestre. Elle a été formée à des températures modérées dans un endroit où il y a beaucoup d'oxygène, c'est la Terre. Et on a dû développer une thèse ahurissante, comme quoi, il y a très longtemps, un météorite a frappé la Terre brutalement, Big Bertha de la Terre a sauté sur la Lune, elle a été ramassée par un astronaute américain sous le bras et est revenu avec. On est obligé, plus on avance, on est obligé d'inventer des mensonges et des mensonges et des mensonges. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on regarde les choses en face et que l'exploration lunaire est une histoire extraordinaire, mais c'est dans notre futur. Ce n'est pas passé. Voilà. Mais tu sais ce que j'aime avec ce livre, c'est que
évidemment, normalement, on dirait oui, mais voilà, c'est un fait prouvé, c'est du complotisme, etc. Mais ce que j'aime sur ton livre, c'est qu'en fait, tu as des données, c'est une vraie enquête. Tu as fait une réelle enquête. Et tous les chiffres que tu indiques, tout ce que tu indiques, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est pas juste une lubie. Non, non, c'est pas une lubie. N'importe qui peut s'arrêter à n'importe quelle page. Vraiment, je défie n'importe qui à s'arrêter à n'importe quelle page, dire Aldo Serrone raconte n'importe quoi, je ne peux pas le croire, et aller chercher par soi-même. Je donne suffisamment d'informations. Bon, comme c'est pas une thèse de doctorat, le livre ne comporte pas 50 pages de liens, n'est-ce pas? J'ai pas voulu mettre plein de liens et des PDF et des machins. Par contre, je donne des noms, je donne des lieux, des dates, qui permettent à tout un chacun d'aller vérifier et trouver les sources. Et quand on place tout ça bout à bout, c'est vrai que ça donne le vertige. Et j'ai eu moi-même cette sensation de vertige pendant que je travaillais sur ce livre. Pourquoi tu as une sensation de vertige? Tu t'es dit, c'est pas possible. J'imagine que toi, tu as dû voir quelque chose et tu pensais pas aller aussi loin et voir quelque chose d'aussi gros, j'imagine. C'est ça? C'est ça. Moi, je me dis, bon, je rentre dans un livre, je vais commencer à faire une enquête propre et tout. Et plus j'avançais, plus ça devenait ahurissant. Je me disais, mais non, mais ok, c'est pas possible, j'ai mal vu. Allez, on va revoir encore. Donnons-leur le bénéfice du doute. Parce que moi, je suis rentré dans ce livre avec une idée, c'était, je ne demande qu'à croire. Moi, je suis pas là pour casser les rêves des uns et des autres, ou critiquer la NASA à tout prix, ou critiquer les réalisations humaines. Non, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis d'un esprit scientifique, mais je reste très critique. D'ailleurs, l'esprit scientifique et la critique marchent ensemble. L'esprit scientifique ne se base pas sur la croyance aveugle. Je donne juste un exemple. Quand on dit qu'il y a des études qui ont été revues par des pairs, peer-reviewed, ça veut dire quoi, reviewed par des pairs? Ça veut dire que l'étude a été donnée et que d'autres scientifiques l'ont critiqué. Ils ont refait les calculs, ils ont refait les graphiques, ils ont refait les expériences pour vérifier si l'étude est valide ou pas. Donc la science se base toujours sur une attitude que il y en a un qui déclare quelque chose et l'autre en face, il est sceptique. Ben moi, je suis arrivé avec mon scepticisme et je suis sorti complètement choqué de voir qu'on a menti, mais vraiment beaucoup, beaucoup sur ces missions-là. Alors, comment on peut expliquer que les grands États, comme la Russie par exemple, qui ont un fort contentieux avec les Américains, n'ont pas sorti la supercherie en disant voilà, en fait, tout ça c'est faux, c'est une supercherie. Leur but est de faire, pendant cette guerre froide, nous faire passer pour des branquignoles. Enfin, voilà quoi. Enfin, pourquoi ils ne l'ont pas fait? En fait, deux choses. Premièrement, les États-Unis n'ont jamais voulu faire passer l'URSS pour des branquignoles. La raison, c'est que pour demander un budget au Congrès, pour aller demander un budget militaire conséquent pour protéger les États-Unis contre l'URSS, il fallait surtout pas les faire passer pour des branquignoles. Il fallait toujours les faire passer pour une menace crédible. C'est important. Sinon, on n'arrivera pas à justifier les budgets militaires. Mais par rapport aux États-Unis et à l'URSS, ces deux pays ne se battaient pas pour la vérité. Ces deux pays se battaient à coups de mensonges, à coups de vaudeville, et ça montait des deux côtés. L'URSS n'est en aucun cas le garant d'une vérité quelconque. L'URSS, c'est le Politburo, l'URSS, c'est le Soviet suprême, et tout passait par du mensonge dans ce pays. Et les États-Unis avaient énormément de dossiers sur l'URSS, et l'URSS avait des dossiers sur les États-Unis. Donc, les uns et les autres avaient tout à perdre en entrant dans le jeu. Il est en train de mentir. Exemple que je donne dans le livre, les Soviétiques ont perdu, je crois que c'est 67 ou 68, ont perdu un sous-marin avec des torpilles nucléaires dedans, le K-129. Ils n'ont pas dit un mot. Les Américains l'ont vu, la CIA a organisé un projet à 5 milliards de dollars pour aller le récupérer, et ils l'ont récupéré. Il y a même des vidéos sur YouTube qui ont été rendues publiques en 2010, les voyant jeter à la mer avec tous les honneurs officiels les marins soviétiques. Pourtant, ils n'ont pas dit un mot à la presse. Les États-Unis auraient pu convoquer une conférence de presse et dire « Oui, regardez, l'URSS est en train de mentir à ses citoyens, il y a un navire, il a coulé, il y a 80 gars dedans, ils ont ignoré complètement, tout ça. » Ils ne faisaient pas ça. Pareil, il y a une fusée qui a explosé à Baïkonour en 61. Ça a été révélé en 1989.
Pourtant, les Américains le savaient, ils n'ont jamais révélé, ils n'ont jamais été embarrassés l'URSS en disant oui, ils ont des morts, ils ont eu un grand échec, ils n'ont rien dit. Non, c'était pas comme ça que ça se passait. Les uns et les autres n'avaient pas intérêt à ce jeu de je révèle. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas intérêt parce que j'imagine qu'ils se neutralisaient. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des médias, des réseaux sociaux, avec l'information qui fait le tour du monde 10 fois en 2 secondes, comment les Américains et la NASA ont-ils fait pour continuer à réussir à cacher ce secret? Parce que si toi tu ne l'écris pas, alors nous, bon, bien sûr, on a un public de gens avertis, mais la masse de gens, elle, va continuer à croire mordicus que ce fait a existé. Oui, la masse croit mordicus qu'il a existé parce que c'est dans les années, la fin des années 60, 70, c'est loin de nous. Mais un vaudeville, pareil, je peux te le dire, Mike, avec le nombre, aujourd'hui on est connecté et on a beaucoup d'informations, jamais ils ne pourraient nous jouer un vaudeville pareil en 2024. On les aurait tournés en ridicule à la minute où ils auraient sorti ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne tentent pas trop. Bush avait en 2002 donné à la NASA, je crois, 18 ans pour revenir sur la Lune. Ils disent toujours revenir. Et puis après, Obama a juste, voilà, ils allaient juste annuler le projet parce qu'il a compris qu'il n'irait jamais. Là, ils ont relancé un autre projet de retour sur la Lune. Mais même ce projet-là, on le verra encore être annulé. La NASA n'arrive même pas à envoyer des gars dans l'espace, en orbite basse de la Terre, 400 km, et les ramener en sécurité. Ils ont 2 astronautes qu'ils ont lancés en juin, ils devaient revenir au bout d'une semaine, ils sont coincés jusqu'à maintenant, et ils n'ont même pas de date pour le retour. On parle de 2025. Donc, la NASA n'est pas complètement opérationnelle. Ils ont énormément de soucis. Donc, ils sont aujourd'hui incapables d'envoyer des gens de manière sûre, ne serait-ce qu'en orbite basse. Et alors, nous raconter qu'ils ont été sur la Lune dans les années 60 ou 70, c'est complètement grotesque. D'autant plus, Mike, je te dis un truc. C'est pas qu'ils ont été une fois sur la Lune et qu'on peut dire « Oui, mais Aldo, t'es méchant, c'était un projet tellement miraculeux. Ils l'ont fait une fois, mais... » Tu te rends compte, ils ont mis toutes leurs ressources, ils ont réussi ça une fois, mais ils peuvent pas le refaire. J'aurais pu comprendre. Hein, c'est comme ce coup de ballon, tu le fais une fois, tu sais pas comment tu l'as réussi. Non. Entre Apollo 11 et Apollo 12, il y a 4 mois. Les mecs, ils partaient tous les quelques mois sur la Lune. Les Américains zappaient quand on leur disait il y a des mecs sur la Lune. C'était le nouveau normal, quoi. Des gens qui se baladent sur la Lune. Bon, tu vas pas me faire un live à chaque fois qu'il y a ça. Ça explique encore moins qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à aller au-delà de l'orbite basse. Aujourd'hui, on traîne à 400 km encore. Donc, oui, parce que c'est vrai. C'est vrai que depuis 50 ans, plus personne, même pas les Américains, n'ont refait un, entre guillemets, voyage sur la Lune. Oui, il y a une aberration statistique en réalité. Ça veut dire que aujourd'hui, on se balade, n'importe qui peut aller suivre l'ISS, la Station Orbitale Internationale. Elle orbite à 415 km environ. N'importe qui peut aller voir, chercher l'émission STS, l'émission de la navette spatiale, qui allait, bon an, mal an, 200, 250 km, des fois 300, des fois 400, des fois 500. Mais on est en train de parler de centaines de kilomètres autour de la Terre, même pas 1000 en réalité. Juste autour des 400, 500. Et soudainement, dans les années 1969-1972, on part à 400 km et on revient. Aucun humain ne prétend l'avoir fait en dehors de ces missions. Aucun humain ne l'a refait depuis. Donc, je veux dire, on ne va même pas à 1000 km aujourd'hui. Même 1000 km, c'est trop loin. C'est ça qui... Bien sûr. Et puis il y a la question aussi, alors ça je le vois souvent, du coup de fil de Nixon à la... avec son vieux téléphone où il parle avec les astronautes, quoi. Oui. En fait, ce coup de fil, c'est tellement grotesque que j'en parle même pas dans le livre. Il n'est même pas mentionné dans le livre. C'est que je me suis dit, je leur donne un joker. Je leur donne ce joker-là. Voilà. Mais il y a plein d'éléments, qui ne collent pas. Dès qu'on commence à mettre les pièces bout à bout, il y a rien qui colle en vérité. Et tout nous renvoie vers la Terre. Moi, je suis un esprit scientifique. Eux, ils déclarent quelque chose, ils doivent le prouver. C'est pas à moi de prouver que ce n'est pas vrai. Sinon, je donne dans le livre l'exemple de la théière de Russell. Bertrand Russell, un scientifique britannique, a juste avancé un truc. Il a dit, il y a une théière en porcelaine qui orbite autour du Soleil entre la Lune et Mars. On ne peut pas la voir au télescope.
Et il a dit, si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez prouver qu'elle n'existe pas. Alors, voilà, c'est juste une affirmation drôle, mais qui veut illustrer la méthode scientifique. C'est à Bertrand Russell de prouver que sa Terre existe. C'est pas à ceux qui n'y croient pas de prouver qu'elle n'existe pas. Donc c'est pareil pour la NASA, et c'est pareil en réalité pour toutes les affirmations scientifiques. Celui qui affirme quelque chose doit pouvoir le prouver. Et bien sûr, à affirmation extraordinaire, il faut aussi une preuve extraordinaire. C'est la règle de Carl Sagan. C'est une règle qui dit que plus une affirmation est énorme, plus elle sort du consensus scientifique habituel, et bien plus il faut des preuves lourdes pour qu'on puisse y croire. Ces preuves lourdes n'ont jamais été apportées par la NASA, malheureusement. Et est-ce la réalité du fait que c'est un réalisateur d'Hollywood, que Stanley Kubrick, qui a filmé la dite arrivée des astronautes sur cette fameuse lune, qu'il a fait ça en studio? J'ai entendu parler de cette théorie, Je ne connais pas les mérites réels de cette théorie, je sais qu'elle est facile, mais ce n'est pas une théorie que je retiens dans le livre, parce que c'est un livre très sérieux, et si je ne peux pas démontrer quelque chose par A plus B, je préfère m'abstenir. Et, au fond, entre nous, je ne le crois pas, et je vais te dire pourquoi. Parce que la qualité des images est tellement pourrie, que ce n'est pas possible que ce soit Stanley Kubrick qui était derrière. Ouais. Si Stanley Kubrick était derrière, on aurait des images tellement parfaites, tellement irréprochables, que personne n'aurait pu les discuter. Or, je te dis un truc. Les images du départ du Titanic, qui sont toujours disponibles sur YouTube, sont meilleures que les images de la marche sur la Lune. Ça signifie que les images de 1912 sont meilleures que les images de 1969. Donc, il y a une dégradation volontaire de la qualité des images par la NASA. Et j'aimerais dire une chose, un truc ahurissant, c'est que les bobines, au nombre de 3000, les bobines originales des images, haute qualité, haute résolution, après cette réalisation humaine extraordinaire, n'est-ce pas, elles ont été mises aux archives nationales à Washington, avec un numéro d'archivage et tout ça. Et que s'est-il passé? En 1984, la NASA retire les 3000 bobines. Et tu sais, Mike, ce qu'elle en fait? Elle les détruit. Les bobines originales de la NASA, d'Apollo 11 et autres missions Apollo, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux que... Oui, bon, c'est la plus grande réalisation de l'homme, mais bon, on va les détruire et les jeter à la poubelle. Voilà, ils ont tout jeté à la poubelle. Ma thèse, et la thèse de ce livre, c'est qu'elles ont été jetées à la poubelle, elles ont été détruites pour cacher des preuves de falsification. C'est beaucoup plus cohérent de penser ça que de penser qu'on a été jusqu'à sur la Lune, mais qu'on a effacé les bobines. Ça n'a aucun sens. Alors, il y a un personnage central, c'est ce lanceur d'alerte Thomas Baron. Voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de son histoire et qu'est-ce qui lui est arrivé comme histoire avec la NASA? Alors, Monsieur Baran, c'est un petit peu comme ces lanceurs d'alerte de chez Boeing. Tu sais, récemment, il y a 2 lanceurs d'alerte qui ont parlé de Boeing. Et j'ai envie de dire paix à leur âme, les 2 sont morts, ok? Donc c'est vrai que les places de lanceurs d'alerte sont très chères. Monsieur Baran travaillait pour la NAA, North American Aviation. Il fabriquait quoi, la NAA? Il fabriquait la capsule dans laquelle prennent place les astronautes. Il était quoi? C'est quoi son job? Il était contrôleur de qualité. Comme d'ailleurs les 2 whistleblowers de Boeing qui sont morts. Contrôleur de qualité. Son travail, c'est de vérifier que la qualité est bonne. Et il va découvrir des horreurs. D'ailleurs, des horreurs qui étaient confirmées en dehors de Thomas Baran. J'en veux pour preuve. Quand Apollo 1, la mission qu'on a appelée Apollo 1 a posteriori, a brûlé avec 3 astronautes qui sont morts dedans, tu sais ce qu'on a trouvé à l'intérieur de la capsule? On a trouvé même des outils oubliés derrière la cloison. Donc, Monsieur Baran ne racontait pas n'importe quoi quand il disait que la qualité était mauvaise. Il a écrit un rapport de 500 pages pour une commission parlementaire pour dire ça se passe mal à la NASA, parce qu'il a été viré quand il a commencé à parler de problèmes de qualité. Eh bien, il va témoigner devant la commission parlementaire. Et quelques jours plus tard, il est en Floride, et puis il y a un passage à niveau, un train arrive, la voiture de Monsieur Baran et sa famille, il y a sa fille adoptive et son épouse, la voiture bloquée sur lui. Et personne ne descend de la voiture, on ne comprend pas pourquoi. Donc le train de marchandises klaxonne, et puis il finit par percuter la voiture. Thomas Baran a été tué
son épouse et sa fille également. Heureusement, il y avait une témoin qui a dit que c'était un accident. Il a été incinéré dans la foulée. Et le truc, c'est que son rapport a disparu. On ne sait pas où est son rapport. On l'a plus jamais revu. Voilà. C'est un drôle de coïncidence quand même. Oui, c'est quand même une drôle de coïncidence. J'ai l'impression que dès que quelqu'un les dérange, il disparaît. Il y a d'ailleurs un autre rapport dont on parle beaucoup moins, que je cite dans le livre, c'est le rapport Phillips. C'est aussi quelqu'un qui a critiqué le fonctionnement de la NASA. Phillips n'est pas mort, mais par contre, le rapport n'a jamais été a disparu. Alors il y a quelques extraits du rapport qui est une version raccourcie, qui se trouve toujours en ligne aujourd'hui, difficilement, mais on peut la trouver. Mais le rapport intégral, lui, n'existe plus. Comment on crée justement une supercherie pareille? Est-ce que ça va jusqu'au président de la République américain? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des agences, peut-être la NASA, indépendantes, qui le font aussi, peut-être pour prendre de l'argent au Congrès? Je pense que le Congrès américain ne savait pas. Le Congrès américain ne savait pas, il a été truandé. Je pense que Kennedy a lancé un projet politique. Kennedy, en 61, il arrive, il lance un projet politique en disant « On va, avant la fin de la décennie, envoyer un homme sur la Lune et le ramener ». Il faisait ça pour défier l'URSS. Et je tiens à dire au passage que Kennedy, quand il a dit ça, il ne savait pas de quoi il parlait. Pourquoi? Parce que l'expérience de la NASA ou des États-Unis, l'expérience spatiale était de zéro au moment où il parlait. Ça veut dire que autant l'URSS avait envoyé déjà pas mal de monde en orbite et tout ça, autant les États-Unis n'avaient rien du tout comme expérience. La seule chose qu'ils avaient réussi à faire, c'était prendre un missile intercontinental, placer dans la coiffe une capsule, mettre un gars qui était Shepard, et puis le lancer à 180 km, il est retombé. Je crois qu'il n'a même pas fait une orbite. Donc, c'était ça leur expérience. C'était juste un coup précipité pour dire aux Soviétiques, nous aussi on peut aller dans l'espace. Donc, Kennedy, quand il parle de l'histoire de la Lune, et ça tout le monde est obligé d'être d'accord avec moi, il n'y a personne qui peut contredire ce que je suis en train de dire. Kennedy, en 61, quand il parle d'aller sur la Lune, ne sait pas de quoi il parle. Les États-Unis n'ont même pas les moyens techniques à ce stade de faire ne serait-ce qu'un cahier de charge et comprendre c'est quoi les implications d'un tel voyage. Donc, il lance un projet politique, il obtient les lignes de crédit. Par la suite, il se fait flinguer, on est tous d'accord, il se fait flinguer à Dallas et tout ça. Mais il laisse l'establishment avec cette promesse. Il laisse la NASA avec cette promesse. Et je pense que la NASA a été sincère au départ et ils ont voulu envoyer des gens sur la Lune. Sauf que plus ils ont avancé dans le temps, plus ils ont constaté que ce n'était pas possible. D'autant plus qu'ils sont empêtrés dans leurs problèmes de qualité, ils ont tué du monde, il n'y a rien qui marchait, la bureaucratie, tout ça, qui sont des problèmes existants dans la NASA jusqu'à aujourd'hui. Donc, à la fin des années 60, il n'y avait que deux choix. C'était soit abandonner la promesse Kennedy et dire « bon, on est désolé, on a tenté, puis bon, on peut pas », ou bien c'était partir sur du vaudeville. Et je pense que c'est cette dernière option qui a été retenue par des gens très hauts dans l'establishment, probablement au niveau de la Maison-Blanche, probablement au niveau des cadres de la NASA. Je ne pense pas que le gros des employés de la NASA étaient au courant. Pas du tout. On n'a pas besoin de mettre tout le monde au courant quand on fait des trucs comme ça. Je pense qu'un groupe de gens très savaient ce qu'ils faisaient et tous les autres ont participé en pensant sincèrement qu'on allait sur la Lune. Mais malgré tout, en lisant le livre, on a l'impression que la NASA, c'est un État dans l'État. Et on a l'impression, en se penchant un peu sur l'histoire des Amériques, que toutes leurs agences sont des États dans l'État. Voilà, qui ont leur propre vie, et qui ont leur propre pouvoir, leur propre code, leur propre loi. Je sais pas ce que tu en penses. Absolument. C'est des agences extrêmement puissantes. Alors nous, on entend parler de la CIA, on entend parler de la NSA, on entend parler par exemple du FBI, qui est une police fédérale. C'est pas vraiment une agence, pas une agence à trois lettres comme les autres. Mais la réalité, c'est que les États-Unis ont énormément d'agences extrêmement secrètes, extrêmement puissantes, et dont on ne connaît pas complètement les ramifications. Mais elles ont une puissance totale, et elles sont un État dans l'État. Et donc, effectivement, elles sont capables d'organiser des choses de ce niveau-là, comme par exemple le projet Manhattan, 100 000 personnes impliquées dans la construction de la bombe atomique américaine, pas un seul mot n'a sorti, et on en a entendu parler la première fois quand elles ont sauté à Hiroshima et à Nagasaki. Ça veut dire que c'est des agences avec une capacité industrielle de garder le secret et d'impliquer des dizaines de milliers, si ce n'est plus de gens dans des projets, sans qu'un seul mot ne sorte.
Ça, c'est une industrie, il faut reconnaître, très puissante. C'est une forme d'état profond, en fait. Oui, c'est une forme d'état profond. Ils ont leur propre police, ils ont leur propre justice, ils ont leur propre service de contre-espionnage pour vérifier que on vienne pas les espionner de dehors. Ils ont des services aussi à l'intérieur pour vérifier que l'information ne sorte pas depuis dehors, depuis l'intérieur. Ils ont aussi, par exemple, je dis dans le livre, il y a une ville, pour par exemple le projet Manhattan, il y a une ville entière, elle a été vidée de ses habitants. Ils ont chassé les habitants. Et ils ont encerclé une ville, ils l'ont prise rien que pour eux, pour développer la bombe atomique. Et personne ne savait, même les gens qui y travaillaient ne savaient pas sur quoi ils travaillaient. Ils savaient qu'ils travaillaient sur la chose. Mais c'était quoi la chose? Valait mieux ne pas poser de questions. Rien que pour une conversation à un café entre collègues, rien qu'une spéculation, on pouvait finir avec la police à la maison, avec le carrelage arraché, on pouvait finir aux arrêts et tout ça. Donc franchement, les gens travaillaient pour l'État et ils ont une culture naturelle de secret de père en fils. Et est-ce que ça signifie aussi que les États-Unis sont aussi une forme de danger pour le monde? On voit, ils provoquent des guerres un peu partout, ils ont ce complexe militaro-industriel, ces agences. C'est quand même, il faut quand même se méfier de cet ami encombrant, on va dire. Oui, c'est un ami encombrant. Et en réalité, quand on regarde les agences, les contracteurs militaires qui tournaient ou qui gravitaient autour de la NASA et autour du projet Apollo, ben c'est toujours les mêmes qui existent aujourd'hui. C'est toujours les mêmes qui sont aujourd'hui les plus grandes sociétés ou les plus grands contracteurs d'armement au monde et aux États-Unis. C'est les mêmes qui étaient dans ce projet-là. Donc c'est des gens qui ont une très forte capacité de secret. Parce que s'ils n'avaient pas cette capacité de secret, les États-Unis ne seraient plus capables d'inventer le prochain avion furtif, le prochain radar, le prochain missile, sans que ça se sache sur Twitter et ça se sache à la télévision. Donc c'est des gens qui ont une très très forte capacité de cacher, de cachotterie, mais ça les rend aussi dangereux. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir à ces gens-là. Si ces gens-là demain décident de lancer une troisième guerre mondiale, personne ne pourra rien y faire, parce qu'ils ont les moyens et ils ont la technologie. Et puis, ils ont l'organisation aussi. Est-ce qu'ils ont l'envie peut-être d'aller sur Mars, par exemple, de nous faire croire qu'ils iront bientôt sur Mars? Parce que voilà, ça aussi c'est un objectif dont nous parle Elon Musk et d'autres. Hein. Ça serait très difficile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, et dans le livre, dans son livre, Bill Clinton, son livre s'appelle My Life, un livre très intéressant que j'ai lu, dans son livre, il y a Bill Clinton qui parle quand il était jeune, il a travaillé chez un gars, un vieux monsieur, qui montait des mobil-homes. Il a travaillé chez lui comme apprenti. Et Bill Clinton raconte que ce monsieur, à un moment donné, il parlait de la Lune, des projets Apollo, et ce monsieur lui dit « Ouais, moi j'y crois pas trop ». Et Bill Clinton lui dit « Mais je l'ai vu à la télé ». Et le gars sourit et lui dit « Ouais, à la télé, ils sont capables de te faire croire n'importe quoi ». Et Bill Clinton dit dans son livre, une fois que je suis devenu président, j'ai compris que cet homme était en avance sur son temps. Donc, à l'époque, il y avait des gens qui ont douté des missions Apollo. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de plein de choses. Mais aujourd'hui, on a un réseau, on a un network. On peut communiquer. De sorte que si demain, il nous font un vaudeville et disons quand il marche sur Mars, on ne sera pas chacun dans son coin en train de réfléchir. On sera des millions de cerveaux connectés, des millions de yeux qui observeront le même détail, et rien ne nous échappera. Et c'est ça leur problème aujourd'hui. Ils sont incapables de créer des vaudevilles de ce niveau-là. Même quelque chose comme le 11 septembre 2001 ne passerait pas aujourd'hui aussi facilement qu'ils l'ont raconté. Un passeport qui vole d'une poche, qui tombe par terre et qu'un flic ramasse, ça ne passerait pas aujourd'hui en 2024. Mais quels sont les objectifs politiques en 69 de faire croire qu'un Américain a marché sur la Lune? Oui, il faut savoir une chose. À l'époque, l'espace, c'est peut-être pas aujourd'hui aussi important. Aujourd'hui, tu as des astronautes qui reviennent d'orbite, ils vont dans une université pour parler, l'amphi est à moitié plein. Ça n'intéresse plus personne. Sauf qu'à l'époque, il y avait une véritable hystérie pour deux choses. Il y avait une hystérie pour l'atome, ce qu'on appelait l'ère de l'atome. Aujourd'hui, on s'en fiche de l'atome. Moi, j'ai une station nucléaire à 20 km de chez moi, je m'en fiche. Mais à l'époque, le nucléaire, ce qu'on appelait l'atome, était quelque chose au cœur des préoccupations. Les philosophes parlaient de l'atome, le cinéma, les écrivains, les émissions de débat à la télé. L'atome était central.
Et une chose qu'on a pensé, on avait peur en réalité avec l'espace que l'URSS ou tout autre pays puisse envoyer des bombes atomiques en orbite et les fasse tomber après de l'orbite et qu'on puisse rien faire, qu'on les voit juste tomber du ciel. Donc, il fallait montrer une grande virtuosité à maîtriser l'espace. Pour te donner un exemple, quand Sputnik, le satellite Sputnik a été envoyé par l'URSS, on est à la fin des années 50. Il y a Stephen King, l'auteur des livres, il avait 10-11 ans, et il raconte qu'il était dans un cinéma en train de regarder un film sur les extraterrestres. Et en fait, à un moment donné, la projection est interrompue au milieu du film, la lumière revient, et le directeur du cinéma arrive, il a un document dans la main, il est pâle, la voix grave, il leur dit « Les Russes ont envoyé un satellite artificiel autour de la Terre. Ils l'appellent Sputnik. » Sputnik, c'est quoi? C'est une boule en métal, il y a des batteries dedans, et il y a un émetteur d'1 watt qui envoie des bips sur 7,5 mètres et 15 mètres. On peut en acheter aujourd'hui sur eBay pour quelques dizaines d'euros. Il a effrayé l'Amérique. Les gens n'en dormaient pas. Il a fallu que le président de l'époque arrive et parle aux journalistes en disant « Oui, bon, c'est juste une balle dans l'air et on fera beaucoup plus. » L'Amérique paniquait à cause de Sputnik. Il y avait cette relation à l'espace qui s'est estompée depuis. Ça nous intéresse beaucoup moins aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y avait cet intérêt à créer ce vaudeville. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.